Monsieur Abdelaziz et Abdelrahman, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors l'inflation, son taux varie de 5,5% à 6,5% annuellement, avec un pic de 7% atteint au mois d'avril dernier. Au mois d'août, l'inflation a atteint les 5,9% sur le marché. Que se passe-t-il? On n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser le marché, monsieur Abdelrahman? Non, ce n'est pas une question de maîtrise de marché, mais c'est plutôt les fluctuations de prix que connaît le marché aussitôt qu'il y ait une offre abondante de marchandises ou pas sur le marché. Donc nous avons connu une situation avant le mois de Ramadan, si vous vous rappelez, où les prix pratiquement étaient très très abordables et à un niveau très très bas, et particulièrement pour certains légumes. Donc actuellement, nous ne sommes pas en pleine saison. Nous avons dépassé les produits de plein champ, ce qui fait que maintenant à la rentrée, généralement, donc c'est les produits de saison ne sont plus là, et donc les prix commencent à grimper de nouveau, mais ça ne devrait pas dépasser un seuil, disons, très très élevé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un problème de l'offre, de la demande, de la spéculation ou désorganisation totale du marché? Non, pas tout à fait tout ça, parce que parmi tous les légumes qui connaissent des perturbations en ce moment, c'est beaucoup plus la tomate. C'est un peu encore la courgette au niveau de la jawa, parce que la jawa est très consommée. Mais par rapport aux autres légumes, ils sont revenus à leur prix que nous connaissons en pareille saison, c'est-à-dire à l'approche, plutôt à la rentrée sociale, et pendant plutôt la saison de l'automne. Donc actuellement, la tomate, effectivement, après avoir connu un prix très très bas, et nous avons même enregistré au niveau de certaines régions des pertes sèches pour les transformateurs notamment, parce qu'il y a eu tellement une abondance de la tomate que les capacités de production n'arrivaient pas à absorber. C'est toute la question qu'on doit se poser aujourd'hui par rapport au surplus de la production. À chaque fois qu'il y a un surplus de production, il faudrait donc savoir quoi en faire. Quoi en faire, c'est quoi? C'est aller vers la transformation, créer des unités de transformation et aller également vers l'exportation, pourquoi pas. Mais justement, par rapport à la question de la tomate connaît une hausse de prix actuellement sur les marchés. Elle est autour de 180 dinars à 200 dinars. Pourtant, il y a eu abondance de la production, un surplus de production. Certains transformateurs ont dû détruire des quantités importantes. Où se pose le problème alors à ce moment-là? Je le confirme, justement, je viens de vous l'expliquer, parce que, et on l'a vu aussi. Parce que la campagne tomate commence à peu près vers la mi-juin, elle se termine à peu près vers la mi-août, peut aller jusqu'à la fin août. Donc pendant toute cette campagne, pendant toute cette période-là, la tomate, elle est en abondance, elle s'est vendue même au niveau des marchés de gros jusqu'à 10 dinars le kilo. Et même au niveau du détail, elle n'a pas dépassé des fois les 15 dinars, les 20 dinars. Donc c'est un problème de l'offre qui est très abondante, et cette offre-là, on doit maintenant y penser comment transformer tout cet excédent qui vient en tomate après la campagne, par notamment la création ou l'encouragement à l'investissement dans ce domaine. Et pour le stockage? Et pour le stockage sous froid, donc des capacités de stockage sous froid qui sont encore insuffisantes par rapport aux produits frais, et également réfléchir à l'exportation de la pomme, plutôt de la tomate, comme tous les autres légumes qui sont éligibles à l'exportation lorsqu'il y a un excédent en Algérie. Mais pour le stockage, qui doit prendre en charge cette question aujourd'hui? C'est le secteur du commerce ou de l'agriculture? Monsieur Abdelrahman. Vous savez tous que les organismes de régulation, l'ONILEV en particulier, qui s'occupe des fruits et légumes, donc qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, le secteur de l'agriculture est en train de faire des efforts effectivement pour réaliser des chambres froides. Il y en a celles qui sont en cours. Il y a une entreprise qui s'appelle Frigomédit, donc qui est en train de réaliser les chambres froides. Et c'est un créneau également qui est ouvert au secteur privé. Ce n'est pas uniquement le secteur public. Le secteur privé peut également donc
concourir à élargir cette capacité de production sous froid et dont a besoin aujourd'hui les agriculteurs pour stocker leurs légumes. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, M. Aït Abdelrahman, c'est qu'à chaque événement, le consommateur est exposé au même problème. Pendant le mois de Ramadan, on parle de flambée de prix parce qu'il y a une forte consommation. À l'approche de l'été, parce qu'on n'a pas trouvé les moyens de stocker. À l'approche de l'hiver, parce qu'on n'arrive pas à procéder à des arrachages. Ça fait des années qu'on parle de ça. Est-ce qu'on n'a pas pu réajuster les mécanismes mis en place aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans le marché, sur le marché? Il y a des choses naturelles qui se passent. Quand il y a une offre comme le mois de Ramadan de cet été, il n'y a pas eu du tout de flambée des prix. Parce qu'on a travaillé sur le mois de Ramadan, on ne travaille pas sur les autres saisons. Non, parce que le mois de Ramadan a coïncidé avec la période de plein champ des légumes, donc plein saison, où il y a pratiquement une diversité de légumes à la fois, et qui fait que à chaque fois qu'il y a une offre très importante, automatiquement les prix, d'ailleurs la flambée des prix cette année, on ne l'a pas connue au mois de Ramadan, comparativement aux années précédentes, où même s'il y a une production, généralement, il y a cet effet de psychose à l'approche du mois de Ramadan qui font que les prix augmentent durant la première semaine, et puis à partir de la deuxième semaine, ils reviennent à leur niveau normal. Donc, je vous l'accorde qu'il y a une certaine symbiose à mettre sur le tas, et qu'il y ait à chaque fois une surproduction. Il faudrait donc que cette surproduction soit récupérée, doit être canalisée vers des unités de production ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers l'exportation ou vers les chambres froides pour essayer justement de faire face à une éventuelle montée des prix, justement à la rentrée sociale. C'est ce que nous connaissons en ce moment pour certains légumes. Alors, est-ce que cette désorganisation est due aussi en grande partie aux circuits de distribution qui ne sont pas très nombreux et bon, les circuits de distribution, comme vous le savez, nous sommes en train de le renforcer en ce moment. Comme vous le savez, il y a eu déjà un programme d'implantation des espaces commerciaux, particulièrement les marchés de proximité et les marchés couverts. Il y a tout un programme qui a été donc réalisé par le ministère de l'Intérieur et quelques unités de marché couverts également à l'initiative du ministère du Commerce. Il y a également la réalisation donc, des nouveaux marchés de gros qui doivent absolument donc, concourir donc, à essayer de stabiliser cette chaîne qui va donc, de la production jusqu'à la consommation. Donc il faut encore attendre, parce que les marchés de gros actuels que nous avons, ce ne sont pas des marchés qui sont réalisés aux normes internationales, vous le savez tous. Nous avons une quarantaine de marchés de gros. Malheureusement, ils sont réalisés au niveau des collectivités locales, sans donc que ces marchés répondent aux normes et standards internationaux. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la société Magro, revenir donc à la réalisation de marchés conformément donc aux standards internationaux. Nous en avons réalisé un certifié, il a été inauguré au mois de juillet passé. Prochainement, nous allons inaugurer, Inch'Allah, celui de Ain Lefla. Ce sont donc des marchés qui devraient donc accueillir toute cette production, et ce sont des marchés qui disposeront de chambres froides, qui disposeront même d'unités de conditionnement et même peut-être de plateformes qui seront destinées à l'exportation. Mais justement, par rapport à ces marchés, ils ont été inscrits, bien sûr, dans l'action du gouvernement depuis pratiquement aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en 2010 et 2011. À ce jour, très peu ont vu le jour. Pourquoi? Je vais essayer de rectifier cette information, parce qu'en 2011, la société Magro n'était pas encore créée. Elle a été créée, si vous voulez, sur document. Mais c'était inscrit dans l'action du gouvernement. C'était inscrit dans l'action du gouvernement dans une perspective à court terme, ou à moyen terme. Je dirais même à moyen terme. Parce que l'entreprise Magro a commencé donc à fonctionner, si vous voulez. Son installation s'est faite pratiquement en 2013. Donc les projets ont démarré en 2014. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est une société qui investit pratiquement avec un concours bancaire. Donc ce sont des crédits bancaires. Actuellement,
elle a pu donc réaliser les 2 marchés, mais la grande partie des 8 marchés ont tous démarré. Donc il est attendu que le restant des marchés devrait être donc réceptionné à la fin de l'année 2018. Disons, la majorité vont être donc pratiquement réceptionnés à la fin de l'année 2018. Oui, les 8 marchés de gros étaient inscrits dans l'action du gouvernement en 2011. Est-ce qu'on peut considérer entre inscription dans l'action du gouvernement et la réalisation, il y a un grand fossé par rapport justement aux lourdeurs des procédures, entre autres, M. Aït Abdelrahman? Oui, mais ça, c'est des procédures qui sont liées d'abord à l'installation de cette société. Elle a été créée, elle est toute très récente. Mais ce retard alimente aujourd'hui la spéculation et c'est le consommateur qui en paye les frais par rapport à cette flambée des prix. Non, mais il n'y a pas que l'entreprise Magro. Il y a toujours les marchés de gros qui sont là, qui fonctionnent pour mettre sur le marché les produits, les quantités qu'il faut sur le marché. Donc la société Magro, elle vient à juste titre pour essayer d'organiser pratiquement les flux et d'organiser les conditions surtout de fonctionnement d'un marché de gros. Et il ne faut pas oublier aussi que une bonne production agricole ne transite pas par les marchés de gros. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres, puisque vous le dites, est-ce que vous l'avez quantifié? Les quantités? Oui, qui ne transitent pas par le marché de gros. La production agricole, selon les statistiques que nous avons, elle se situe autour de 135 millions de quintaux environ. Donc sur les 135 millions de quintaux, ce n'est pas cette totalité qui passe par les marchés. Il y a une grande quantité qui va vers d'autres circuits de distribution. Une partie peut-être vers les collectivités directement, parce qu'il y a des exploitations agricoles qui servent directement. Il y a d'autres qui servent directement des revendeurs que vous voyez un peu partout sur les routes nationales, un peu sur les quartiers, etc., qui ne s'approvisionnent pas au niveau des marchés de gros. Donc tout ça nous amène à revenir à un circuit de distribution légal qui va donc du producteur jusqu'au consommateur en passant par les trois stades que l'on connaît, la production, la distribution en gros et le détail. Alors, Monsieur Abdelaziz Aït Abdelrahman, je voudrais revenir un peu sur la réalisation des marchés de gros, les 8 inscrits dans l'action du gouvernement depuis 2011, l'entrée effective de l'entreprise de réalisation en 2013, seuls 2 ont été réceptionnés, celui de Sétif et celui, si je ne me trompe pas, de Ain Defla, et il y en aura d'autres aussi, les 6 autres qui sont encore en instance. Il y a aussi ce problème de délocalisation, certains marchés de gros, par exemple celui de Sammar qui devait être délocalisé vers Birtuta. Est-ce que le problème a été réglé ou pas encore? Parce que jusque-là... Avant de parler de la délocalisation, je le dis, je le redis, les marchés de gros, les chantiers n'ont pas démarré en 2013. En 2013, c'est l'installation de la société Magro parce qu'il fallait la créer sur le terrain parce qu'elle n'existait pas auparavant. Donc il faut un DG, il faut un staff, il faut les moyens, etc. Donc ce n'est qu'en 2014 que les chantiers ont vraiment démarré et nous sommes en train de réceptionner ensuite. Maintenant, en ce qui concerne la délocalisation du marché de gros en agroalimentaire, cette fois-ci, ce n'est pas les marchés de gros de fruits et légumes, c'est celui de Sammar que tout le monde connaît. Il est situé dans une zone urbaine. Il y a environ quelque chose comme 800 grossistes qui sont recensés au niveau de ce marché. Et ça cause beaucoup de désagréments, à la fois pour les riverains et à la fois pour la circulation à chaque fois. Donc il y a des camions qui transitent au niveau de ce marché-là, ils causent même parfois des accidents. Et avec l'Union Générale des commerçants et artisans, il a été donc convenu avec les représentants des mandataires qui sont au niveau de ce site-là. Nous en avons discuté donc avec eux, nous avons tenu plusieurs réunions avec, ça a commencé avec le feu ministre du Commerce, M. Naïb Barti, donc qui tenait donc à cette délocalisation. Et avec les autorités de la wilaya, donc d'Alger, nous avons donc essayé de régler ce problème en le déplaçant
vers un autre site qui se situe au niveau de la commune de Baba Ali, et plus précisément à Bertouta. Mais est-ce qu'on peut considérer que le problème est réglé ou pas Non, encore? c'est pas encore réglé. C'est pas encore réglé. Effectivement, il y a eu un premier terrain qui a été donc affecté au niveau de cette zone-là. Et suite donc aux différentes études qui ont été faites, parce qu'il y a eu un bureau d'études qui a été engagé, et j'ouvre une parenthèse que ce marché devrait être financé par les mandataires eux-mêmes, donc avec leur propre financement, et nous avons chargé la société Magro pour les accompagner. Cette société Magro donc avait pris un bureau d'études spécialisé qui est parti sur le terrain, donc qui a examiné donc à chaque fois aussi bien la configuration du terrain que les analyses qui devraient être faites, etc. Il s'est avéré qu'au niveau de ce terrain, il y a eu donc pas mal de canalisations, malheureusement, qui traversent ce terrain donc en plein, de façon à ce qu'on ne peut pas réaliser quoi que ce soit sur la partie restante, si vous voulez. Donc, suite à cela, ce terrain a été donc déclassé. On ne pouvait pas donc réaliser ce projet à ce niveau-là. Donc le projet est toujours en instance. Par rapport justement aux 8 marchés de gros qui vont être réalisés, est-ce qu'on pourra mieux canaliser la production nationale Bien pour entendu. éviter la spéculation bien entendu. Et bien sûr bien entendu, parce que parallèlement à cette réalisation des 8 marchés, nous sommes en train nous avons pris un décret qui fixe ce qu'on appelle le document tenant lieu de facture. Donc c'est un document qu'on a appelé bon de transaction. Nous avons fait plusieurs séminaires au niveau des régions, toutes les régions, je dirais même presque toutes les wilayats, pour expliquer, parce qu'il fallait faire une campagne de sensibilisation en direction des exploitants agricoles particulièrement, pour dire qu'il y a nécessité aujourd'hui que l'agriculteur puisse donner un document pour essayer donc faire le suivi de sa production, c'est-à-dire de l'exploitation agricole jusqu'au marché. Les agriculteurs eux-mêmes nous ont donc fait part de leurs préoccupations pour nous dire qu'à chaque fois, leur produit coûte par exemple 10 dinars au niveau de l'exploitation, ils le retrouvent à 100 dinars au niveau du marché. En définitive, c'est les spéculateurs et les intermédiaires qui profitent du marché, et ceux qui sont pénalisés, c'est les consommateurs et le producteur. Et ce dispositif, justement, ce dispositif est là pour lutter justement contre les intermédiaires, pour essayer d'éliminer ces intermédiaires qui se situeraient donc entre l'agriculteur et les mandataires au niveau du marché de gros. Alors, vous allez le faire? Ben oui. Mais beaucoup vendent sans facturation aujourd'hui. Vous avez donné les chiffres de 130 millions de quintaux de production agricole, mais ce n'est pas perceptible sur le marché. Certains vont jusqu'à stocker certaines quantités pour augmenter les prix. On l'a vu avec le cas de Ain Lefla par rapport à la pomme de terre. Justement, c'est pour ça que nous voulons instaurer ce dispositif réglementaire qui consiste à dire à l'agriculteur, à l'exploitant agricole, qu'il y a aujourd'hui une nécessité qu'il délivre un document de traçabilité pour que nos services de contrôle sur le terrain ou les services de sécurité au niveau donc de nos routes puissent contrôler tous les flux qui sont en train d'être acheminés sans aucun document. Vous voulez le faire? Vous allez le faire, monsieur Aït Abdelrahman, parce que là, on perd beaucoup de temps. Mais entre les intentions et la concrétisation. Ça nécessite justement des campagnes de sensibilisation, parce que les agriculteurs se disent qu'ils ne sont pas des commerçants et qu'ils ne sont peut-être pas sujets à délivrer des factures. Or, nous essayons donc de leur expliquer que ce n'est pas une facture au sens propre du terme, c'est un document, un simple document où on trouve le nom de l'exploitation, le nom du destinataire de la marchandise, la nature et le prix. Donc, rapidement, monsieur la nature du produit et le prix, et ça, c'est un document de traçabilité qui nous permet de suivre tout cet acheminement de marchandises. Donc, les mandataires, leur nombre, on les connaît déjà? Les mandataires, oui, c'est-à-dire au niveau, ça dépend des marchés. Ça dépend des marchés. Un marché en moyenne, d'importance régionale, il y a à peu près 200 dans chaque marché. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que, par exemple, par rapport aux produits boursiers, comme par exemple le sucre, le café, quand il y a une réduction des prix sur les marchés internationaux, ne sont pas répercutés sur le marché national. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est visible, c'est connu.
Et ça, vous pouvez c'est un contrôler. problème, ça, c'est un problème que j'ai déjà expliqué par le passé, parce que lorsque nous étions dans une économie administrée, je le répète, il y avait... On l'est donc, plus depuis pratiquement 20 ans, monsieur. On l'est plus, et on est rentré dans une économie de marché sans préparer les éléments qui puissent contrôler cette réduction au niveau de nos administrations. Il y a des enquêtes à ouvrir, complexes, qui nécessitent donc ce qu'on appelle, parce que quand vous faites un calcul à partir du prix boursier, ensuite à partir du prix à l'importation, ensuite à son arrivée au niveau du commerçant, c'est toute une formation qu'il faudrait. Mais est-ce que les importateurs s'exposeraient à des sanctions dans le cas où c'est avéré? Puisqu'on peut le contrôler, M. Aïtad Ahmed. Actuellement, nous avons introduit... Entre les stocks entrants commercialisés sur restant. Justement, cette réduction au niveau international qui ne se répercute pas sur le plan national n'était pas réprimée légalement. Vous allez le faire désormais? Nous l'avons fait. Nous avons amendé la loi 0402 relative aux pratiques commerciales et nous avons introduit une infraction qui dit que lorsque l'opérateur achète un produit dont le prix à l'importation a été réduit et qu'il ne le répercute pas, il est passible d'une sanction, donc d'une poursuite judiciaire ou d'une amende. Il y a aussi la loi sur la concurrence qui date de 2003 qui sera prochainement amendée pour lever la situation de monopole pour certains. Non, les importateurs. Non, ce n'est pas une situation de monopole parce que la situation de monopole, elle existe toujours dans toutes les lois que nous avons eues en Algérie depuis 1996 jusqu'à maintenant. C'est l'abus de position dominante, ça c'est lorsque une entreprise, c'est pas le monopole qui est en fait incriminé, c'est l'abus. C'est quand on fait un abus de cette position dominante sur le marché. Donc la loi 0303 relative à la concurrence a été révisée, enfin elle va l'être parce que nous avons demandé à la CNUSED, l'organisme des Nations Unies, de nous auditer cette loi. Un expert a été pris, il nous a audité cette loi et nous avons donc reçu les conclusions de cet expert. Nous avons pris acte de ce qu'il faudrait changer au niveau de cette loi et c'est simple, c'est pour que cette loi puisse être rapprochée ou harmonisée par rapport à la loi type de la concurrence qui existe dans tous les pays. Alors par rapport aux produits subventionnés aujourd'hui par l'État, il n'y aura pas de suppression de la subvention dans l'étape actuelle? Dans l'étape actuelle, non, pas encore, mais même le Premier ministre l'a annoncé, il n'est pas question pour le moment de remettre en cause les subventions. Le sucre et l'huile continuent toujours à être subventionnés jusqu'à l'année 2016. Je rappelle qu'il y a eu 9 milliards de dinars de compensation, c'est-à-dire qui ont été donnés aux opérateurs pour que les prix ne dépassent pas le prix plafond, que ce soit pour l'huile, que ce soit pour le sucre. Même principe pour les autres produits, par exemple les céréales, le lait également subventionnés. Il y a des subventions qui sont à la source, donc au niveau de l'importation ou au niveau de la production, donc ça c'est les offices de régulation qui s'en occupent. Et par rapport à l'huile et le sucre, c'est au niveau de la distribution qu'il y a cette compensation par rapport aux opérateurs pour que le prix ne dépasse pas les prix plafonds fixés par l'État. Alors le lait, même principe, pas de suppression de la subvention, au même prix, 25 dinars le sachet. 25 dinars pour le moment, ça n'a pas changé, oui. Mais ce qui est relevé pour la baguette de pain, par exemple, aujourd'hui on a complètement oublié le prix administré, tout le monde paye la baguette à hauteur de 10 dinars, c'est-à-dire la baguette normale. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, monsieur Aïtad Ahmed? Ou alors c'est une façon pour les pouvoirs publics de fermer les yeux, de laisser faire? Non, bon, c'est pas ça l'objectif. Personne ne la paye. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça l'objectif. La réalité, il faudrait dire que le prix de la baguette n'a pas changé depuis 1996. Et nous sommes en 2017. Et puis il faut être. Les boulangers revendiquent une augmentation. Ils revendiquent une augmentation parce que les charges ont augmenté, les matières premières ont augmenté. Donc il est tout à fait normal que peut-être que le boulanger puisse se retrouver dans c'est-à-dire récupérer un peu, c'est-à-dire toutes ces charges, et le prix est vendu effectivement à 10 dinars sur le marché.
Mais est-ce que vous allez répondre favorablement à la demande des boulangers qui demandent aujourd'hui une augmentation du prix? Oui, oui, oui. Nous sommes en train nous avons mis sur pied d'ailleurs un groupe de travail, un groupe de réflexion sur ce qu'on appelle l'introduction de la farine mixée dans la fabrication du pain. Pourquoi? Parce que la farine panifiable qui est importée, elle est destinée exclusivement, comme le dit son nom, farine panifiable, à la fabrication du pain. Or, sur le terrain, nous voyons que cette farine n'est pas toujours destinés à la fabrication du pain. On les trouve dans les biscuits, on les trouve dans les pâtisseries qui ne sont pas concernées par le soutien. Donc nous sommes en train de réfléchir pour introduire une autre farine qu'on appelle farine mixée. Donc il y aura c'est de la semouline qui est introduite donc, au niveau du quintal, si vous voulez, de la farine qui est destinée au boulanger. Et cette farine-là ne peut être utilisée que pour la fabrication du pain, parce que au niveau de la pâtisserie, on ne peut pas fabriquer de la pâtisserie avec. Donc, quand est-ce que vous allez l'introduire? Rapidement, monsieur Haïtam. C'est une réflexion qui est engagée. Nous allons travailler comme avec les boulangers, parce qu'il faut qu'il y ait l'adhésion de tous les boulangers, et on essaiera donc de l'introduire pour essayer. Il y a une incidence sur les prix, parce que quand on introduit cette semouline, même le prix sera étudié et ne dépassera pas les 10 dinars. Alors, des questions des auditeurs. L'impression des billets, bien sûr, avec la finance informelle, est-ce que ça va impacter l'inflation? Beaucoup le disent et l'appréhendent aujourd'hui. Monsieur Haïtam, rapidement. Je crois que c'est une réponse qu'a donnée monsieur le Premier ministre. C'est une planche à billets qui va servir l'économie en interne. Ça n'a rien à voir donc avec c'est-à-dire l'inflation, ça n'a rien à voir puisqu'il s'agit de deux institutions, donc des sommes donc, qui vont être débloquées à partir donc, de la Banque d'Algérie pour aller vers le Trésor public. Et c'est une masse monétaire qui est interne, qui reste au niveau donc, du marché. Il n'y aura pas d'incidence, à mon avis, sur les prix. Alors, des questions des auditeurs. La courgette 220 dinars, carottes 100 dinars, tomates 170 dinars, pommes de terre 80 dinars, navets et fenouil à 180 dinars. Où est-ce qu'on va comme ça? Puisqu'on a focalisé sur la tomate, mais il y a d'autres produits aussi qui connaissent une hausse sur le marché. Monsieur Abdelrahman, rapidement sur les questions des auditeurs. Ça, c'est un marché qui caractérise la capitale. Les prix qui ont été donnés caractérisent beaucoup plus les prix qui sont au niveau de la capitale, parce qu'il y a des produits qui sont très prisés au niveau de la capitale. Effectivement, il y a peut-être la carotte qui a un peu augmenté, mais c'est des prix qui ont tendance actuellement à baisser parce que nous sommes en train de rentrer donc dans les produits de saison qui vont rentrer maintenant. Il y a d'autres produits de saison, c'est le chou-fleur, c'est le chou, c'est le fenouil, etc. Donc les prix vont aller vers la baisse. Il y aura également l'introduction maintenant des produits sous serre, comme la tomate maintenant, c'est la tomate de la serre qui va rentrer. Alors, autre tension sur les produits qui sont aujourd'hui soumis à des licences d'importation, le rang abattant 130 000 dinars la tonne. Et il y a indisponibilité. Vous affirmez? Vous confirmez? Je crois que ce problème-là, monsieur le ministre, lorsqu'il est passé ici dans cette antenne, il a répondu par rapport aux licences. Les licences ne sont pas faites pour faire augmenter le prix sur le marché. Les licences sont là pour venir en appoint à la production nationale et pour laisser, c'est-à-dire une disponibilité sur le marché pour qu'il y ait un marché équilibré et qu'il y ait disponibilité du produit. Très rapidement sur la dernière question, le sucre et le sel, réduction effective ou pas encore? Bon, il fallait d'abord prendre des textes réglementaires pour en arriver là. C'est le cas. Nous avons créé un texte, c'est un arrêté interministériel sur l'étiquetage nutritionnel. On a commencé par ça, qui parle donc des doses donc, de sucre, de sel et de matières grasses qui peuvent être introduites dans les denrées alimentaires pour essayer donc de faire respecter au niveau de l'étiquetage déjà que le consommateur, lorsqu'il achète une denrée alimentaire, il doit lire sur cet emballage, sur l'étiquetage, quels sont les ingrédients qui sont incorporés pour éviter que les gens malades, justement, puissent
attirer leur attention pour qu'ils puissent... Mais la réduction effective, La par réduction décision. effective, il y a en ce moment, au moment où je vous parle, depuis qu'on a commencé à discuter du sujet, certaines unités de production ont déjà commencé dans les boissons, particulièrement dans les boissons gazeuses et les jus, où il y a des opérateurs actuellement qui ont déjà fait descendre ces taux-là. Monsieur Abdelaziz et Abdelrahman, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie pour l'invitation. Merci.